tant que les oscillations libres dans un cercle RC, nous avons commencé le premier paragraphe qui peut me donner un petit résumé de ce que nous avons traité uniquement un dispositif expérimental. Qu'est-ce que nous avons dit dans ce... Nous avons vu une vidéo qui nous donne ce phénomène-là, oui, d'un circuit oscillant. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que nous avons fait pour avoir ce circuit oscillant? Oui, nous avons chargé la réalité ou ce que nous devons faire, mais le dispositif expérimental, comme nous l'avons réalisé, c'est autre chose. En réalité, qu'est-ce qu'on voulait étudier? Le titre, c'était quoi? La décharge d'un condensateur dans une bobine. Mais c'est difficile de charger un condensateur et le décharger dans une bobine. Le moyen de le visualiser, ça demande une technique qu'on ne peut pas le faire ici en classe. Mais nous avons fait quoi? Nous avons remplacé cette méthode par l'utilisation, là, par un générateur. Un générateur qui permet de donner, d'ouvrir et de fermer le circuit avec une tension E, c'est-à-dire charge et la décharge d'une façon périodique. Et pour arriver à ce régime auquel ce circuit oscille, nous avons introduit un dipôle ohmique de résistance R variable, et à partir de faire varier ce R, nous avons pu parler de 3 régimes. Régime, oui, régime périodique, là où la résistance du circuit est négligeable, puis nous avons varié R, une valeur qui est très grande, nous avons observé un phénomène qui est, il y a pour R très grande, on appelle un régime apériodique, où la décharge s'effectue sans qu'il y a des oscillations. Et on parlera par la suite cette oscillation que nous avons pu voir dans le système, dans le régime pseudo-périodique, qu'il y a une charge et décharge au cours de laquelle l'énergie électrique est absorbée par effet Joule au niveau de la résistance. Donc on va essayer de représenter, on n'a pas répondu pourquoi on parlera uniquement de 3 régimes. Régime pseudo-périodique, régime apériodique, et là le cas où le cas critique, c'est entre les 2 régimes. On parlera tout à l'heure dans l'étude théorique. Ces 3 régimes naissent à partir d'une étude théorique, à partir de l'équation différentielle, et la résolution de l'équation différentielle permet de nous donner ces 3 régimes, régime critique, régime apériodique et régime pseudo-périodique. On parlera tout à l'heure lorsqu'on traitera le côté théorique. Donc nous avons commencé à faire 3 schémas. Donc c'était 1, 2, 1. Régime. Qu'est-ce que nous avons fait? Oui, c'est le régime périodique. C'est le régime périodique. Régime périodique. Entre parenthèses, résistance négligeable. Nous avons fait ce schéma et nous avons mentionné que la période elle est T0, qui est d'accord. On passe à 2,2, régime apériodique. Entre parenthèses, résistance très grande. Résistance très grande. Lorsqu'on utilise le terme apériodique, ça veut dire quoi? Absence de la périodicité.
nous utilisons le même terme en énergie. On dit qu'une réaction est exothermique, c'est-à-dire elle dégage de l'énergie. Une endothermique, c'est-à-dire elle absorbe de l'énergie. Et on dit athermique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange d'énergie entre le système et le milieu extérieur. Donc apériodique, ça veut dire absence de la périodicité. Donc le schéma qu'on fera là, donc R très grande, là le temps, là c'est UC de T. C'est-à-dire pour se décharger. Là, c'est rare qu'on utilise vraiment ce régime apériodique. Tout simplement, c'est le temps pour se décharger où le système demande un temps très grand pour se décharger. Donc il y a la décharge du condensateur sans, vous voyez que sans que UC s'annule. C'est-à-dire, on va voir par la suite que cette énergie-là, il ne va pas être reçu par le solénoïde ou la bobine pour créer de l'énergie magnétique et de la régénérer dans le circuit. Donc, avant, c'est le conducteur ohmique qui va consommer cette énergie au cours de la décharge, sans que la bobine ait le temps de créer de l'énergie magnétique. Donc, décharge et le système de monde. Ce que vous devez connaître, c'est parfois on traite des notions qui sont un peu développées, mais à ce niveau-là, vous devez être capable de différencier les trois systèmes ou les trois régimes, régime apériodique, régime pseudo-périodique et le régime périodique, et vous devez connaître que quelle est la relation entre la valeur de R et le système concerné, ou le régime concerné. En voyant une telle courbe, nous disons qu'il s'agit d'un régime qui est apériodique, c'est-à-dire que la décharge ne s'effectue pas aucune oscillation. On peut avoir un schéma comme ça, dans un exercice où on peut... C'est-à-dire que le système réalise quoi? Une seule oscillation. C'est-à-dire que l'énergie électrique passe dans la bobine et vous voyez que la valeur est maximale, la valeur extrémale n'est pas la même. C'est-à-dire il y a dissipation de l'énergie électrique, mais elle a le temps de passer dans la bobine et de créer de l'énergie magnétique qui sera régénérée dans le circuit et passe dans le condensateur qui va régénérer un courant électrique. Et là, il y a toute l'énergie qui va donner le condensateur dans le circuit ne revient, si vous voulez, ne créera pas de l'énergie magnétique, mais elle est dissipée sous forme de l'énergie thermique. D'accord? Donc, nous pouvons... Ça dépend de la valeur de R. Dans ce cas-là, que si on veut comparer les résistances dans les deux cas, celle-là est plus grande que celle-là. Plus on est... Et là, nous pouvons, vous êtes maintenant capable de donner, de comparer les résistances dans des circuits différents à partir de la tension, la variation de la tension au bord du condensateur dans un circuit donné. D'accord? Donc ça, ce que vous devez connaître de cette partie-là. Pour les calculs, ça ne demande pas des calculs quantitatifs, c'est uniquement une comparaison et dire, voilà, il s'agit d'un tel système ou autre. Donc le troisième cassé, ou R123, c'était en régime
pseudo-périodique. En arabe, ça veut dire quoi? En arabe, ça se comprend ce shib, presque shib, périodique. Pourquoi il n'est pas périodique? Tout simplement, non, d'après le graphe, que les valeurs extrémales ne sont pas constantes au cours de temps. C'est ça ce que nous avons visualisé lors de la partie expérimentale. Donc, R n'est pas négligeable, R très petite. La résistance est très petite, mais n'est pas négligeable. Et le schéma c'est celle-là. Essayons de faire sur le cahier, essayez de faire là, il y a un T, le même, ici, le T, le pseudo-période. Là, c'est le temps. Là, c'est UC en fonction du temps. Nous avons parlé dans les régimes périodiques de T0, mais là, on accepte que ce T, et on peut le prendre sensiblement égal, dans notre programme, on accepte que l'expression de T, l'expression mathématique de T, que nous n'avons pas dans notre programme, il a une expression, mais cette expression de T, elle est dans ces conditions-là, on la prend est égale à T0. Mais T0, on va chercher son expression mathématique par la suite. T, c'est la pseudo-période. Pseudo-période. Une petite remarque, uniquement pour vos connaissances, que si vous revenez à cette vidéo que j'ai envoyée de l'expérience, et vous suivez les étapes de l'expérience, au cours de cette expérience-là, on fait varier L, on fait varier C et on fait varier R. Si vous suivez bien, la variation de R, il affecte uniquement les valeurs extrémales de UC et il n'affecte en rien T. Ça veut dire que la période, l'expression mathématique de la période T est indépendante de R. Mais si vous revenez et vous essayez de voir lorsque je fais varier L, là on regarde que vraiment il y a changement de T. Et aussi, lorsqu'on change la capacité de condensateur, on fait varier ce pseudo-période. Pseudo-période dépend de L et de C et indépendante de R. Ça veut dire quoi? Cette question peut être donnée. Quelle est la conclusion? Si on fait varier L ou C ou R, on n'observe aucune variation. On peut conclure que la période T est indépendante de la résistance. C'est-à-dire la formule mathématique ne contient pas ce R. Si on vous donne, par exemple, on fait augmenter L, on constate que T diminue ou augmente, vous pouvez conclure quelle est la relation entre ces deux grandeurs. On parlera en remarque, nous avons parlé de système de régime périodique, apériodique et pseudo-périodique. En passant du régime pseudo-périodique au régime apériodique,
il y a entre les deux ce qu'on appelle le régime critique. Le régime critique, en réalité, on va voir par la suite, vous pouvez poser la question comment on a pu choisir uniquement 3 systèmes. En réalité, par la suite, nous avons une équation différentielle et la solution de l'équation différentielle nous donne 3 cas à étudier. Et par la suite, on aura 3 régimes à avoir. Pour passer d'un régime à un autre, il y a ce qu'on appelle le régime critique. À partir de là, on passe de régime pseudo-périodique au régime apériodique. Et lorsqu'on peut passer du régime pseudo-périodique au régime périodique en jouant sur la résistance et la rendre minimale, ou même on va voir par la suite, on peut réaliser un dispositif au cours duquel on peut faire apparaître comme si la résistance n'existe pas dans le circuit. D'accord? Ça veut dire, on fait un montage qui va jouer le rôle de quoi? Nous avons une résistance, ça nous avons une résistance, nous voulons la, entre guillemets, l'éliminer. C'est de faire apparaître un dispositif qui jouera le rôle de quoi? D'un opposé de résistance. Si nous avons R, il va jouer le rôle de moins R. R et moins R, ça donne 0. Et on passe de ce régime-là vers le régime qui est périodique. C'est le dernier paragraphe de cette leçon. D'accord? Donc vous mettez remarque. Entre le régime pseudo-périodique, et le régime apériodique, il y a un régime critique. Un régime critique. Généralement en arabe, nidam harij. En réalité, lorsqu'on est entre deux côtés, par exemple, on parle d'un régime stable et d'un régime non stable, entre les deux, il y a un régime qui est critique. C'est un régime, par exemple, on peut passer d'un régime à un autre. Par exemple, nous pouvons dire, si j'ai une bolle comme ça hier, et j'essaie de mettre une bille au-dessous, si j'arrive à avoir un équilibre là, cet équilibre-là, on l'appelle un équilibre qui est non stable, critique. Une fois qu'il sort, il ne revient jamais à son état d'avant. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Même si je le déplace, il va revenir à son état. Donc, toujours, on parlera de ce régime critique. Vous le étudiez par la suite mathématiquement à partir des relations mathématiques. On dira que pour une valeur donnée de R, on aura ce régime critique. Et sa valeur là, elle est déterminée à partir de l'étude mathématique. Vous notez, qui correspond à une valeur donnée de la résistance totale de circuit. R est égal à RC, qui est égal à la racine carrée de L sur C. De la résistance, R est égal à RC, qui est égal à la racine carrée de L sur C. Vous pouvez par la suite, par application des lois des équations de dimension, de vérifier que vraiment la racine carrée de L sur C est la dimension d'une résistance. D'accord? CE sur I. Donc on passe à l'étude analytique d'un circuit.
C'est 2 en chiffres romains. D'un circuit RSI série. Donc 2A K où R est non négligeable. K où R est non négligeable. Donc on fera un schéma. Donc un condensateur, une résistance R et une bobine. Là c'est L, R. Là c'est C. On choisira un sens conventionnel du courant. Là, c'est UC. Là, c'est UB. Et là, c'est UR. J'utilise toujours la convention récepteur. Donc, en appliquant la loi des mailles, donnez-moi cette relation-là. UC plus UB plus UR est égal à 0. On va essayer d'élaborer ou d'aboutir à l'équation différentielle que vérifie UC. Toujours lorsqu'on demande l'équation différentielle, il faut choisir quelle est la grandeur qu'on doit utiliser. Donc on va laisser UC comme il est. UB, c'est L dt sur dt plus petit r fois I. On va l'exprimer en fonction de I, c'est quoi? C'est C d de UC sur I est égal à C d de UC sur dt. Et de là, on remplace. Ça donne le UB est égal à LC. La dérivée, puis l'autre dérivée, c'est d carré de UC sur dt carré, plus R fois C d de UC sur dt. On passera à UR. C'est R fois I est égal à R C d de UC sur dt. Ça, il faut l'avoir sans que vous ayez un problème pour l'écriture de ces relations. Donc, en remplaçant dans A, dans la relation 1, j'aurai LC
d carré de UC sur dt carré, plus je factorise par R plus petit r fois C d de UC sur dt plus UC est égal à 0. Oui, on divise par LC, là, et on aura d carré de UC sur dt carré, plus je remplacerai R plus petit r par R total de circuit, plus R total sur LC, plus 1 sur LC, UC est égal à 0. Voici l'équation différentielle à laquelle obéit la tension entre les bornes de condensateur. Comment? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, R sur tête D de UC. D de UC sur dt plus UC est égal à 0. Ça, c'est une équation d'ordre. Quel est l'ordre de cette équation différentielle? D'ordre 2. Par contre, celles que nous avons déjà traitées sont de l'ordre 1. Donc, équation différentielle d'ordre 2. Est-ce que vous avez traité les équations différentielles en mathématiques? Non. Pas encore. Ça veut dire que vous allez les utiliser plus par la suite? Oui. La dernière leçon. Si vous arrivez à ce stade-là. Et en attendant, c'est la physique qui va faire le cours. Mais c'est un cours qui n'est pas bien détaillé. On utilise les mathématiques ou ces lois d'une façon très utilitaire, ce qu'on devrait connaître. On ne va pas passer par les modalités de la résolution. Uniquement, ce que vous devez connaître, c'est arriver à ce stade-là. Sa résolution n'est pas au programme. Uniquement, je vais faire une petite partie qui va nous donner pourquoi nous avons parlé qu'il y a un régime apériodique, un régime qui est pseudo-périodique et le régime, nous avons parlé de ce régime critique. On va le voir dans cette équation. J'espère que votre professeur de mathématiques traitera par la suite la résolution d'une telle équation. Vos camarades des années précédentes, ils étudiaient ces équations non pas vers la fin du programme, peut-être il avait un professeur qui est à l'origine, c'est un physicien, il a eu sa licence ou son maîtrise en sciences physiques et il a choisi les mathématiques comme matière d'enseignement et lorsqu'on arrive à RC, il commence à traiter ces équations avec ses élèves et la discussion était fructueuse. De leur côté, il apporte le côté mathématique et de mon côté, le côté physique. Sur LC, j'ai divisé le tout par LC, c'est R plus petit r fois A sur N. Évidemment. Je dois simplifier par C. Rectifiez s'il vous plaît. C'est R total sur L. D'accord? Donc, voilà les mathématiques qu'ils proposent pour résoudre cette équation différentielle. Les mathématiques proposent une solution d'ordre que U est égal à A exponentielle R fois T.
C'est-à-dire, on accepte que la solution de cette équation est là, la forme générale, A exponentielle RT. Et si on remplace ce UC en dérivant, ça donne quoi? C'est A fois R carré exponentielle de RT plus R total sur L fois R quoi A exponentielle RT plus quoi U c'est A exponentielle RT est égal à 0. Oui, là sur LC. Là. Sur LC. D'accord? En simplifiant, en supposant qu'A n'est pas nul, on arrivera à quoi? On factorise pour une simplification, ça donne R carré plus R total sur L R plus 1 sur L C est égal à 0. Donc il nous reste à chercher ce R. C'est une équation de second degré. Et là, le discriminant, nous pouvons delta prime, on posera de là. Uniquement pour parler delta prime, on pose voilà ce qu'on va poser, que oméga 0 est égal à 1 sur la racine carrée de LC et lambda est égal à R total sur 2L et ça nous donne, cette équation devient quoi? Ça reste R au carré plus de lambda R plus oméga 0 carré est égal à 0. Vous me donnez uniquement là, delta prime soit est égal à 0, delta prime est supérieur à 0 et delta prime est inférieur à 0. C'est de là qu'on a ces trois régimes. Là, delta 0 est égal, c'est le régime critique. Là, c'est le régime apériodique. Et là, c'est le régime pseudo-périodique. Voilà d'où naissent ces régimes que nous avons traités. Oui. Comment? C'est RT sur L, c'est quoi? C'est 2 lambda. RT sur L, c'est 2 lambda. Et là, si je mets le carré, 1 sur LC carré, c'est oméga 0 carré. Nous avons posé cette pour avoir le discriminant qui est simplifié. D'accord? Voilà d'où naissent ces régimes que nous avons traités là. Là, c'est RC. Nous l'avons déjà donné dans le schéma. Vous n'êtes pas censé de résoudre cette équation, de connaître ses significations uniquement pour justifier d'où nous avons donné ce régime critique, régime apériodique et régime pseudo-périodique. C'est la résolution de cette équation qui a donné ces cas, ces trois cas.
on va voir que ce lambda, on l'appelle le coefficient d'amortissement. C'est le coefficient d'amortissement, c'est-à-dire le responsable que les valeurs extrémales ne sont pas constantes au cours des oscillations. Et si lambda est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance dans le circuit, donc on aura le système basculera vers le régime périodique. Et c'est ça ce qu'on va traiter dans le 2.2, ce qu'on appelle un circuit LC idéal. Ceci va être traité, Inch'Allah, dans vos études supérieures. Sauf, je mentionnerai là, R est inférieur à RC, R critique. Lorsqu'on compare la résistance de circuit R total, lorsqu'on compare la résistance totale de circuit avec cette valeur critique que nous avons déjà donnée, on peut dire que si on est dans le régime pseudo-périodique ou on est dans le régime apériodique. D'accord? Peut-être dans un exercice, on vous donne RC et vous devez comparer avec cette valeur. Donc, en résumé, pour cette partie, vous devez faire un schéma avec les trois dipôles là. Le condensateur est initialement chargé. Sans qu'il soit initialement chargé, on n'aura pas cette étude-là. Donc, il y a une décharge de condensateur dans un circuit où il y a une bobine avec un conducteur ohmique. Et de là, vous êtes capable d'arriver à l'expression de l'équation différentielle et vous dites par exemple que là, ce terme-là, R T sur L, qui est responsable de phénomènes d'amortissement dans les oscillations. D'accord? Tout ce qui reste n'est pas obligatoire. Vous devez connaître à partir des graphes où est le système apériodique et le régime périodique et apériodique ou critique. Donc on passe à 2.2. 2.2, le circuit LC 2.2, le circuit LC. Oui. Non, il est supérieur. Là, lorsqu'on parlera, vous voyez là, delta prime supérieur à 0, donc delta prime, si tu aimes bien les mathématiques, tu reviens à cette équation située de temps, tu calcules delta prime, c'est quoi? C'est B' au carré moins AC, et tu vas arriver à une équation où il y a les paramètres il y a RT, il y a L et il y a C, et tu vas essayer de mettre R égal à 0, et tu trouveras R, la relation entre R et ce lambda avec R et L. Et lorsque tu poses la condition delta prime est égale à 0, tu vas trouver que R total doit être supérieur, là, R total elle est supérieur à RC. D'accord? Là, R total est égal à RC, là il est inférieur, là il est... pour mémoriser ces cas, pour avoir un régime pseudo-périodique, il faut que la résistance ne soit pas très grande. Donc elle est petite à une valeur donnée. Donc c'est là où les régimes pseudo-périodiques, R total il est inférieur à une valeur donnée. Mais là, toutes les résistances qui sont très grandes entre parenthèses, mais en réalité très grandes devant RC. Parce que ce RC, les paramètres du circuit, avec L, SC et R et petit r, c'est elles qui définissent là où on est dans les régimes périodiques, apériodiques, ou le régime, on ne peut pas donner une condition générale. D'accord? Connaissons RC
et connaissant la proposition de ce R qu'on aura dans le circuit, on peut connaître à l'avance que le système elle va faire des oscillations qui sont soit apériodiques, soit pseudo-périodiques. Uniquement en comparant ce RC avec ce RT. Je t'invite à faire ce travail-là et tu m'apportes, si tu as le temps, et tu m'apportes cette étude-là. Delta est égal à 0. Quelle est la condition pour que delta prime soit égal à 0? Supérieur à 0. Mais là, c'est pas conseillé d'aller à la résolution de celle-là parce que c'est dans on aura la résolution ici dans C. Ah oui, c'est une solution qui est complexe. D'accord? Les deux. Si tu connais égal à 0, supérieur et inférieur, ça ne donne pas. Ça donne une idée sur ce que nous avons dit. Donc, décharge d'un condensateur dans une pure bobine. Nous avons dit que la bobine est là deux aspects, si vous voulez. Un aspect résistif, il a une résistance, il a une résistance R, et l'autre, il a un effet d'induction qui est donné par le coefficient d'inductance ou l'inductance L. Donc, dans ce cas-là qui est idéal, en réalité, toujours je pose des questions, la physique, elle est faite de cette façon-là. Un circuit qui est idéal, où il n'y a pas de résistance. En réalité, c'est pour cela que nous l'avons appelé un circuit qui est idéal. En pratique, une bobine, elle est formée de fils de cuivre et d'une longueur donnée. Par la suite, elle a une résistance. Donc, la question qui se pose, on étudie le cas où la résistance est négligeable, où on dira que cette bobine, elle est pure, c'est-à-dire il n'a qu'un seul effet, c'est l'effet inductif. Et l'effet résistif, c'est-à-dire comme une résistance, on va le négliger. Et par la suite, on va penser comment peut-on, on va répondre à cette question par la suite, comment peut-on rendre un circuit qui est réel, RLC, un circuit qui est LC. C'est là où nous avons parlé au début qu'on peut avoir un circuit dans lequel on peut essayer de faire un générateur qui va essayer de nous donner ce circuit qui est idéal en pratique. D'accord? Donc le circuit SC ou le circuit idéal. Vous écrivez une phrase avant de commencer cette étude-là. On étudie la décharge d'un condensateur. On étudie la décharge d'un condensateur dans une pure bobine. Dans une pure bobine. En anglais, il est connu par un self. UB qui est égal à UN, qui est égal à N, DI sur DT. Pour R, on considère que R est presque nul, ou négligeable. Donc on a un condensateur, et là une bobine, là c'est UC, et là c'est UN. Donc on va essayer d'établir l'équation différentielle que vérifie UC. De la même façon, la loi des mailles, c'est UC plus UN est égal à 0,
sans oublier que le condensateur est initialement chargé, toujours. Dans toutes les oscillations libres, nous devrons partir du cas où le condensateur est chargé. Et on le décharge. Donc c'est UC plus L dt sur dt est égal à 0. Et là, ça donne UC plus LC d carré de UC sur dt carré qui est égal à 0. Et là, on écrira l'équation. C'est d carré de UC sur dt carré plus 1 sur LC, UC est égal à 0. Quelle écriture nous devons utiliser? Nous avons déjà utilisé un paramètre tout à l'heure, c'est 1 sur LC, c'est quoi? Nous l'avons déjà posé. Oméga 0. Donc nous pouvons dire que cette équation-là, c'est d carré de UC sur dt carré plus oméga 0 carré UC est égal à 0. Avec oméga 0 est égal à 1 sur racine carrée de LC. On prendra 5 minutes et on continue. Deux. Résolution de l'équation différentielle résolution de l'équation différentielle. Là, vous devez arriver à l'équation et traiter la solution de cette équation. Tout ce qui est traité dans ce paragraphe doit être bien assimilé. Donc pour nous, on va accepter que la solution générale de l'équation précédente, elle a une équation qui est sinusoïdale. On admet que d carré de UC sur dt carré plus oméga 0 carré UC est égal à 0, s'il vous plaît. Admet d carré sur dt carré. Admet comme solution UC de t est égal à UM cosinus oméga 0 t plus phi. Évidemment, même si on écrit UC de t est égal à UM sinus oméga t plus phi. Mais on s'est mis d'accord de choisir tous cette solution qui est avec le cosinus. D'accord? UM, c'est la tension. UM, c'est la valeur maximale de UC de T. Oméga 0, c'est la pulsation. Et on pose que ce oméga 0 est égal à 2pi sur T0 est égal à 2pi fois N0. Où T0, c'est la période propre, que nous l'avons déjà utilisé ce mot. T0, c'est la période
propre. Et L0, c'est la fréquence, ou F0, c'est la même chose, F0, c'est la fréquence propre. Oméga 0 plus oméga 0 là, fois T plus phi, c'est la phase. À l'instant T. Phi, c'est la phase à t est égal à 0, à l'origine des temps. N'oubliez pas que l'équation dimension de oméga 0, c'est quoi? Dimension de oméga 0, c'est quoi? Temps moins 1. Parce que 2p, c'est une valeur. Généralement, on prend comme à t est égal à 0. Nous avons UC2 de 0 est égal à U0, qui est Umax, c'est la plus grande valeur. Ceci nous permet de déterminer phi. La pulsation. La pulsation, oui. Pulsation. En arabe, un nabd. Donc, la solution de l'équation, c'est une fonction qui est sinusoïdale, de période t, 0, qui est la période propre de circuit oscillant LC. Donc, nous devons passer maintenant à établir l'expression de ce T0. Donc, on mettra 223. Expression du période propre. Ah, j'ai pas complété là, dans cette remarque. Donc, à l'instant t est égal à 0, on choisit que là, U0 est égal à E max, E1. On commence avec la tension. C'est U0, c'est quoi? C'est la tension qui a été mise par le générateur. Avant de décharger, on charge le condensateur avec une tension E0 d'un générateur. Soit U0, parfois on mettra E. Donc de là, si je remplace dans cette expression de U0, c'est U max, UM est égal à UM cosinus de phi. Ça veut dire que phi, cosinus de phi, est égal à 1, ce qui donne un phi égal à 0. Donc phi est égal à 0. Mais dans un exercice, ce choix il est arbitraire, on peut choisir à n'importe quelle tension. Par exemple, on prendra comme origine de temps, lorsque la tension
aux bornes de condensateur et E sur 2 par exemple, E sur 3. Et de là, on peut calculer phi. D'accord? Voici ce qui concerne cette remarque. Là, on passe, j'ai dit, à 223. Expression de T0. Phi, c'est la phase à l'instant T. Ah bon. Oméga 0, T plus phi, 2 points, c'est la phase à l'instant T. Donc nous avons dit que cette UC de T est égale à M ou U0, cosinus de phi, cosinus de oméga 0 de T. On prendra ce cas-là où T est égal à 0, nous avons UC de 0 est égal à U0. Donc ce oméga 0 doit être exprimé en fonction de paramètres du circuit, de telle façon que cette solution qui est générale soit applicable au circuit LC. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de l'appliquer. C'est d de QC sur dt est égal moins oméga 0 U0 sinus de oméga 0 t, et le second dérivé de UC sur dt carré, ça donne moins oméga 0 carré U0 sinus de cosinus de oméga 0 t. Donc de là, cette dérivée-là, d de UC carré sur dt carré est égal à quoi? En fonction du UC est égal à quoi? C'est moins oméga 0 carré fois UC de t. D'accord? Ce qui nous permet d'écrire que d carré de UC sur dt carré plus oméga 0 carré UC de t est égal à 0. Et on va l'identifier à celle que nous avons déjà établie. Nous avons... Oui. Nous avons d carré de UC sur dt carré plus 1 sur LC UC de t est égal à 0. Et au-dessous, j'écrirai cette expression d carré de UC sur dt carré plus oméga 0 carré UC de t est égal à 0. Voilà, donc on dit que oméga 0 carré, c'est 1 sur LC, ce qui donne que oméga 0, c'est 1 sur la racine carrée de LC. Et c'est ça ce que nous avons déjà posé dans le circuit RLC. Ce qui permet d'écrire oméga 0 est égal à 2pi sur T0, ce qui donne là, T0 est égal à 2pi sur oméga 0. Il nous écrira que oméga 0 est égal à 2pi fois la racine carrée de L fois C, T0.
Tout ce travail, vous devez être capable de le faire. Entraînez-vous à établir ces expressions. Parmi les questions qu'on trouvera dans un tel exercice, c'est d'établir l'expression du période propre. Et vous voyez ce terme propre parce que son expression dépend des paramètres des dipôles qui sont en circuit. L, c'est pour la bobine et c'est pour le condensateur. Et ce sont des oscillations qui sont libres, non amorties. Lorsqu'on parle de période et de son expression, il nous arrive à poser, quelle est la question qui doit être posée? C'est de vérifier que T0, il a la dimension du temps. C'est ça ce qu'on va faire maintenant. Essayez d'appliquer la relation de l'équation aux dimensions pour montrer l'homogénéité de cette relation. Qu'il est en accord avec l'homogénéité. J'ai effacé tout à l'heure avant que vous finissiez. Maintenant, est-ce que je peux effacer le milieu d'abord? D'accord? Le milieu. On fera étape par étape. Et j'arriverai à la partie de droite. بس النهار داير عقلك وساكت. نو كنت بسمعك نقول لك داير عقلك داير عقلك. Tu écris d'abord? Oui. D'accord. Tu n'aimes pas écrire généralement. Donc, dites-moi, quelqu'un me donne, comment peut-on me montrer? Tu peux nous faire ce travail-là? Non. Pourquoi? Oui. Tu reposes cette question. Quelle est la question? Comment peut-on montrer que cette relation il est homogène, c'est-à-dire vérifier à partir de l'équation aux dimensions que T vraiment est là la dimension d'un temps et son unité dans le système international c'est seconde, la seconde. La première des choses, donne-nous là où tu peux arriver. L'écriture d'abord, le commencement, c'est T0. Généralement, en appliquant les équations, on élimine les valeurs. Donc, ça sera les de LC. C'est-à-dire, on fera, c'est LC à la puissance 1,5. C'est L, oui, 1,5 fois C, 1,5. Ça, c'est la première des choses. Là, on doit revenir aux équations que nous avons déjà. UL et UR et UC. Ça, c'est la méthode qu'on doit utiliser. On va essayer de chercher une tension où il y a L, une tension où il y a UC. Là, UL est égal à L dt sur dt. Et de là, donc on mettra CU est égal à L fois I en majuscule fois T moins 1. Et de là, je tire l'expression de L. Ça sera U, tout ce qui
ira de l'autre côté, ça sera moins 1. C'est I moins 1 fois T. Voilà la première que je dois avoir ici. La deuxième, c'est UC est égal C de UC, donc toujours on essaie d'exprimer en fonction du I et du I. C'est I égal à C D de UC sur DT. Ça veut dire, je passe directement à I, c'est C. US, c'est une tension fois T moins 1. Je vais passer, garder C d'un côté. Ça, c'est I. C'est U moins 1. Et T. Et on va faire un demi. Soit, il vaut mieux de le remplacer ici pour simplifier le travail. Donc, T0, ça sera L, c'est U, c'est U fois I moins 1 fois T fois C, c'est I fois U moins 1 fois T, le tout à la puissance 1 demi. Et vous voyez que I-1 avec I et U avec U-1 se simplifie. Il ne reste que T0, ça sera CT carré à la puissance 1 demi. Ce qui nous donne que T0 est la dimension du temps. Voilà. Donc, il s'exprime en système international par l'unité la seconde. Toute cette partie-là, on la trouve intégralement dans des exercices. Ça veut dire que vous êtes censé à refaire ces démonstrations pour bien répondre à des telles questions. L'électricité en baccalauréat, c'est 4,5 points. 4 points et demi. Soit qu'on commence par un R ou une bobine, puis on les regroupe pour avoir RLC, et nous finissons par la leçon qui viendra par la suite, c'est les ondes électromagnétiques et la modulation d'amplitude. Jusque maintenant, on n'a pas posé la question. Pourquoi une telle étude? Quelle est l'utilité de ce RC, de ce RL et aussi de ce RLC? Là, on va, cette partie-là, qui concerne le circuit idéal LC, on va le retrouver dans la leçon, dans la prochaine leçon. Malheureusement, on n'utilise pas les oscillations forcées parce que cette partie-là du cours, il va nous aider à comprendre ce que se produit lorsque nous traitons la modulation
d'amplitude, et on parlera, même s'ils n'ont pas dans le programme, on va faire un petit rappel de ce que ça veut dire les oscillations forcées pour bien comprendre comment fonctionne un poste radio. Donc le paragraphe suivant, c'est 223. On va essayer de représenter graphiquement UC de T et I de T. Donc 223. Représentation graphique UC de T et I de T. D'abord, pour les représenter, on doit arriver à leurs expressions. Pour UC de T, on prendra l'expression que nous avons déjà utilisée. C'est U0 cosinus de 2pi sur T0 fois T. Oui. De 2, 3, c'est déjà utilisé. D'accord. De 2, 4. Donc, I de T, qui peut nous donner cette expression? D'abord, quelle relation on va utiliser? C'est C, d'accord, c'est C, D de UC sur DT, c'est-à-dire, c'est C. La dérivée, c'est moins 2pi sur T0, U0 sinus de 2pi sur T0 fois T, et ça donne I de T est égal à moins 2pi fois C sur T0 fois U0 sinus de 2pi sur T0 fois T. On peut l'écrire d'une façon plus simple et enlever ce moins. Moins cosinus de A est égal, moins sinus de A est égal à cosinus de A plus pi sur 2. Nous avons moins sinus de A est égal à cosinus de A plus pi sur 2. Ce qui nous donne à écrire que I. D'abord, donnez-moi l'équation d'émotion. Ça correspond à quoi? C'est 2pi C U0 sur T. Quelle est l'unité de cette grandeur-là? Sachant que le sinus est sans unité. Nous parlons du I. Donc toute cette partie-là correspond à une intensité. Comment il est par rapport à la fonction? C'est la valeur maximale. D'abord, on écrira sans le signe moins. Donc, I de T est égal. Je peux simplifier l'écriture, c'est 2pi fois C sur 2pi, la racine de LC fois U0 cosinus de 2pi sur T0 fois T plus pi sur 2. Essayons de simplifier ce qui est. Qu'est-ce que nous pouvons écrire? On simplifie de 2pi. Et quoi d'autre? La racine de C. Donc I de T, ça sera la racine de C sur L fois U0 cosinus de 2pi sur T0 T plus pi sur 2. C'est U0 fois cosinus de pi de
Non, UC c'est 100 plus pi sur 2. Là, on peut la poser. On va le vérifier par la suite que I de t est égal à IM cosinus de 2pi sur T0 fois T plus pi sur 2. Essayons de voir cette expression en essayant d'exprimer I avec Q max. Là, la racine carrée de C sur L, Q0 c'est quoi? Q est égal à CU. Donc c'est Q sur C. U0 c'est quoi? C'est la tension maximale et là j'aurai Q max sur C. Est égal à quoi? C'est Q max sur la racine carrée de LC. Et ça c'est quoi? C'est IM. Là on va donner une relation qu'on aura besoin dans certains exercices. Ça donne quoi? C'est QM sur oméga 0 est égal à IM. À I max. D'une autre manière, c'est Q max est égal à I max fois oméga 0. Si nous avons Q max et nous avons oméga 0, on peut calculer I max. Et inversement, si nous avons I max et oméga 0, nous pouvons calculer Q max. Donc nous avons les deux fonctions, nous avons UC et nous avons I de t. Donc nous pouvons tracer ces deux fonctions. Donc je vais essayer d'utiliser deux couleurs, une pour UC et l'autre pour I de T. De ce côté-là, je mettrai UC de T. Là, c'est T. Là, c'est U0. Là, c'est moins U0. Vous avez des carreaux sur le cahier, essayez d'avoir la période de T0. Là, c'est T0 sur 4, T0 sur 2, 3 T0 sur 4, et là, c'est T0.
Je ne sais pas si vous avez étudié les fonctions trigonométriques. Oui. Oui. Fonction trigonométrique. Oui. L'année dernière. Est-ce que vous avez entendu parler de fonctions en quadrature de phase? Non. En opposition de phase? Oui. En opposition de phase, c'est delta 2, c'est la différence de phase est de combien? C'est en opposition, c'est pi plus ou moins de kpi. Là, en opposition de phase, lorsque une elle est positive, maximale positif, l'autre elle est minimale négatif. Là, en quadrature de phase, c'est-à-dire que delta du phi est égal à P sur 2. On va essayer de déterminer, lorsque delta du phi est de P sur 2, quel est le retard, si vous voulez, le décalage temporel entre les deux fonctions. D'accord? Ça, lorsque delta du phi, la définition, lorsque delta du phi entre deux fonctions est de Pi sur 2, on dit que les deux fonctions sont en quadrature de phase. En phase, c'est 2pi. En opposition de phase, c'est pi, au moins pi. Mais Pi sur 2, c'est en quadrature de phase. Je peux effacer cette partie? Donc, delta du phi entre U et I est égal à combien? En valeur absolue, évidemment. Différence de phase. Je prends celle, je mettrai la valeur absolue, c'est oméga 0 t moins oméga 0 t plus pi sur 2. Ça donne pi sur 2. Pour U, c'est oméga 0 t. Pour I, c'est oméga 0 t plus pi sur 2. Soit je commence par oméga 0 t plus pi sur 2 moins oméga 0 t, mais puisque je détermine la valeur absolue, ça n'a pas de différence entre les deux choix. D'une façon générale, c'est delta du phi est égal en valeur absolue est égal à oméga 0 fois delta de t. C'est là où, à partir de déphasage entre les deux fonctions, je peux déterminer, si vous voulez, le décalage temporel entre les deux. D'accord? Donc, je détermine la delta de t est égale à la valeur absolue de delta de phi sur oméga 0. Et oméga 0, c'est quoi? C'est de pi sur T0. J'ai T0 ici. Donc, ça sera, là, c'est delta de phi sur 2pi. Et en haut, ça sera T0. Je fais l'application dans ce cas-là. Mademoiselle, ça ira bien? C'est une relation qu'on vient de l'avoir et vous devez la connaître à partir de ce moment-là. Donc, delta de t, en valeur absolue, évidemment, nous travaillons, ça donne combien? Delta du phi, c'est pi sur 2, fois t0, fois 1 sur 2pi. Ça donne t0 sur 4. Et ces deux-là, on parle de quadrature de phase. Et il y a un décalage de T0 sur 4. Ça veut dire celle-là, elle doit commencer par donc revenons à I de T. Là, c'est pour connaître qu'il y a une quadrature de phase. I de t est égal à moins Im sinus de oméga 0 t. Je le garde comme ça, je peux le représenter de cette manière.
Lorsque t est égal à 0, sinus des 0 c'est combien? 0. Donc je commence par, j'utilise la couleur rouge, là. Lorsque t est égal, je le mettrai là, est égal à im sinus de 2pi sur t0 fois t. Lorsque t est égal à t0 sur 4, là, s'il vous plaît, vous suivez. Lorsque t, cet instant-là, j'ai commencé par ce point, je passe à ce point-là, c'est t0 sur 4. Remplacez t par t0 sur 4, ça donne le sinus de pi sur 2. C'est 1. Avec le moins, ça donne moins. Donc je vais mettre en rouge l'autre côté là, où je mettrai ici i de t. Et je mettrai là, c'est i max, et là, c'est moins i max. Donc là, ça donne ce point. Et de la même façon, je vais trouver à t0 sur 2, c'est 0. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous allez constater? Lorsque UC est maximal, I il est nul. Et lorsque l'autre est nul, l'autre il est extrémal. Et lorsqu'il est maximal, l'autre il est nul. Donc je vais faire ce travail comme ça. Là il est nul, donc il sera maximal. Ici. Respectez, s'il vous plaît, j'ai pas peut-être respecté le. Là, il va s'annuler. Là, il va être minimal. Là, et ainsi de suite. Là, il sera. Là, il s'annulera ici. Et là, il sera. Voilà. Il y a un décalage, si vous voulez, de combien? De un quart de période. Donc si je déplace celle-là ici, j'aurai. Donc on dira que les deux fonctions sont en quadrature de phase. Essayez de mettre l'échelle plus petite pour que vous dessinez bien ces fonctions i de t. Là, i de t. C'est combien? C'est t0 sur 4. Là, il s'annule. Donc, si je déplace celui-là ici, celui-là se déplacera ici. Et celui-là, donc ils seront. Le décalage entre les deux, c'est un quart de période. Donc, I de t et Q de t. I de t et UC de t sont en quadrature de phase. En quadrature de phase. S'il vous plaît, dans des exercices, on vous donne sur le même graphe deux fonctions d'unités différentes. Et essayez de voir qu'il y a deux axes. Là, on peut lire les tensions et l'autre, on peut lire les intensités. Et essayez de ne pas les confondre. Surtout, on donne des chiffres et là, on donne l'unité. La dernière partie, c'est l'étude énergétique. Là, I de t et UC de t sont en quadrature de phase. Lorsque delta de t est égal à t0, là, entre parenthèses, delta de t est égal à t0 sur 4.
Comment? Non, le déphasage, un décalage. C'est la même période, évidemment. Parce que nous avons la même fonction. Où se manifeste? C'est là, 2π sur T0. Là, en sinus. Et l'autre, nous pouvons, là, il y a le moins. Nous pouvons la travailler avec le cosinus. C'est de mettre quoi? I1 cosinus de 2π sur T0, T plus π sur 2. Et là, lorsque je donne à T égale à 0, nous devons utiliser le sinus de π sur 2. Nous trouvons la même chose. Sauf ici, en utilisant cette fonction, nous aurons 0, là c'est 1, ça donne moins I. C'est la même chose. Les deux fonctions ont la même période, mais ils sont décalés ou déphasés. C'est-à-dire ils n'ont pas la même phase. Ça veut dire quoi? J'ai déjà parlé qu'en réalité on traite dans l'électricité trois types de courants, trois types de dipôles dans un circuit, un dipôle ohmique, un condensateur et une bobine. Là vous voyez que la tension entre un condensateur donne un courant qui est déphasé. Mais dans le cas d'un résistor, la tension et l'intensité sont en phase. C'est-à-dire quoi? Si nous voulons voir ce qui se passe réellement dans un circuit et connaître la fonction que représente I dans un tel circuit, il ne faut pas l'en déduire à partir de la tension entre les bornes d'un condensateur. Il faut utiliser la tension aux bornes d'un condensateur, aux bornes d'un résisteur ohmique. De la même façon, on va voir que I, aux bornes de la bobine, elle est déphasée. Là, elle est en retard. Si vous voyez que I, elle est en retard par rapport à U. Dans le cas d'une bobine, on aura I, elle est en avance de phase de π sur 2, évidemment, de la même façon, mais on avance. Sauf un résistor ou le conducteur ohmique, où U et I sont en phase. D'une autre manière, si nous voulons déterminer la fonction de I, il faut utiliser un conducteur ohmique et visualiser sa tension, et à partir de là, on peut déterminer l'expression mathématique de I, ce que nous avons utilisé dans la détermination de coefficient d'induction. Nous avons utilisé UR pour déterminer I. D'accord? Donc on s'arrêtera là. Et prochain, on se verra le jeudi. On termine l'électricité et le samedi, on aura le devoir. D'accord? Voilà.